Passe sur ton côté et essaie de trouver un mur. Puis après? Ben, je cherche un panneau électrique. Le théâtre qui se faisait à ce moment-là était un théâtre qui n'était pas nécessairement le nôtre, c'est-à-dire on parle de classique. Et l'écriture, d'après moi, est devenue un élément tellement important parce que finalement, on se parlait à soi-même, on voyait le reflet de nous-mêmes. Alors c'était vraiment une communauté qui prenait la parole et qui non seulement disait la parole des autres, mais la sienne. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans un théâtre. C'est quand on veut toucher les gens et qu'on se reconnaît là-dedans. Ma démarche a commencé quand même très, très tôt. J'ai écrit ma première pièce à 14 ans. Et après ça, j'ai continué à écrire jusqu'à ce que j'arrive à Ottawa. J'ai continué à écrire à Ottawa aussi. Alors, j'ai fait mes études ici, et par le fait même, en faisant ces études à Ottawa, c'est normal, je veux dire, on crée des liens avec un milieu donné, qui était bien sûr le milieu franco-ontarien. Ce qui me fascinait aussi, c'était le côté très famille, très... On pouvait recréer le monde. Il y avait aussi une autre fascination qui était profondément musicale, c'est que les gens parlaient une langue que je trouvais différente, qui était une langue très, très riche, très vive, bien sûr codée aussi, parce qu'elle possédait quand même, cette langue-là était remplie d'anglicismes, d'expressions très courtes mais chocs, et d'une autre culture. Alors ça, je veux dire, ça m'excitait beaucoup. Alors c'est un peu comme ça que ça a commencé, si je peux dire. Pour moi, premièrement, le théâtre, c'est une passion. Ça a toujours été depuis que j'étais tout petite. Je me suis toujours intéressée comme comédienne. J'ai joué beaucoup dans la région. Mais aussi, je me suis intéressée pour aider à structurer un peu le milieu théâtral et intéresser des jeunes dans le théâtre. Pas seulement comme moyen d'expression, mais aussi, dans les années 70, comme moyen d'identité collective. Ça tombe. Mon théâtre. Félicitations, monsieur. Vous avez gagné. Je comprends pas. Je sais bien trop, je vais tout expliquer dans les avis. Dans une vieille bâtisse, il y a 3 frères. Toc, toc, toc. C'est ça, notre théâtre. Ouais. Ouais. C'est ça ton théâtre. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Mon théâtre? Félicitations, monsieur. Vous avez gagné. Je comprends pas. Tu veux dire... Fernand, il sait pas. Il sait bien que trop. J'ai tout expliqué dans ma lettre. La seule chose que tu me dis, c'est que le bonhomme, dans son testament, nous a laissé un vieux théâtre. Je t'ai aussi dit, Joffre, que le père l'a laissé à toi avant. Puis... Regarde-les comme il fait l'innocent. OK. Supposons que je suis au courant. Avez-vous une idée pour la place? Voyez, ouvre les lumières que je vois ça, ce vieux trou-là.
Je dirais qu'André Paiement représente presque un cas isolé, un cas unique. Dans le sens que, dans justement ce courant-là collectif, il a quand même fait des pièces collectives, a émergé un auteur, a émergé quelqu'un qui avait un chaos personnel et qui a décidé de le mettre sur scène, de l'articuler avec des personnages qui n'étaient pas nécessairement des personnages porteurs, du moins au premier degré, consciemment, d'une revendication politique. Peux-tu baver, toi aussi, Fernand? D'accord, on va parler du théâtre un peu. C'est vrai que vous allez rester avec votre théâtre, mais il y a des papiers dans les mains d'un avocat qui disent que c'est moi qui décide. Puis qu'il n'y a rien qui se fait sans ma signature. Demain, je vais prendre mon avion, puis cette place-ci va rester telle quelle parce que moi, je pose pas ma signature sur rien. Vous viendrez fouiller toute l'Europe puis l'Orient, si vous voulez. Mais d'ici ce temps-là, la place, elle va avoir eu le temps de pourrir. Maudit hypocrite. T'avais ça dans la tête tout le temps que t'étais ici. Tu nous as fait une grosse scène de fraternité quand tu savais trop bien que tu t'en irais sans rien laisser. Moi, je suis venu ici avec l'intention de retirer quelque chose. Puis si je peux pas en profiter, vous autres non plus. Elle n'a jamais vu à travers de ta maudite peau. Mais moi, je vois comme de l'eau de roche. T'es rien qu'un gros bébé égoïste qui va faire tout pour avoir à sa façon. Qui rêve. Tu joues pas mal cochon. Vous êtes mauvais perdant. Mais je pense que le plaisir de voir vos faces tuer en vaut le coup. Tu trouves ça le fun à part de ça? Mais j'ai bien envie de m'amuser, moi aussi. Puis t'as fait à manger 3-4 bonnes claques pour ce que tu viens de dire. Ah ouais, Fernand. Ça va être un plaisir d'y voir la face. Je pense que je vais faire ça. Fais bien attention, Fernand. Ça fait une. Ridon, là. Mon bâtard. Cette affaire-là est chargée, Fernand. Tu me dis pas. Ferme-toi, Je t'avertis, elle est chargée! Ah ouais, tire! Ça, c'est un fusil de théâtre. Ça fait 2. Je vais le couper à la gorge. Frère, pas frère, je vais le faire. Au début des années 60, il y a eu un événement qui a eu un impact sur tout le Canada. Et ce sont les États généraux. Et c'est à ce moment-là que les Québécois ont décidé que leur identité serait territoriale. Alors, ils n'étaient plus Canadiens-Français, ils devenaient Québécois. Et cela a forcé les autres communautés francophones, les a forcés à se trouver ou à s'identifier eux-mêmes. Et à l'intérieur de ça, on remarque qu'au Québec, on développe de la dramaturgie, mais en Ontario aussi, il y a des éléments qui tombent en place. Quand on parle de théâtre professionnel, on dit « Ah ben oui, c'est en telle année », mais c'est le théâtre communautaire, dit amateur, qui a vraiment donné vie au théâtre professionnel. Le théâtre qui se faisait était un théâtre extrêmement axé sur la communauté et à la fois aussi sur le discours politique. On était face à un public qui disait « provoquez-nous ». Et de ce sens-là, tout était possible parce qu'il n'y avait pas seulement que les artistes qui étaient en effervescence. On assistait quand même aussi, j'ai l'impression de parler comme s'il y a 50 ans, mais quand même, on était quand même aussi dans l'avènement de toutes les révolutions. Et on dirait que tout le monde est chambardé. Alors, tu sais, on était comme dans un mouvement aussi très social, de prise de parole, qui suivait bien sûr la quête d'identité des Québécois. Oui. On était face aussi présentement, en écho ici, à une quête d'identité franco-ontarienne, qui était vraiment, à mon sens, je crois que j'ai vécu ici l'âge d'or, c'est-à-dire la mise en place d'institutions, de structures, de compagnies de théâtre, autrement dit, la reconnaissance par le politique de l'existence de la communauté franco-ontarienne. Et bien sûr, le fer de lance de ça, la prise de parole, c'était fondamentalement le théâtre. Vous nous reconnaissez sans doute pas. Pourtant, ça... De ce sens-là, tu poursuis dans la parole et la loi, tu as autant, je peux dire, c'est une espèce de cabaret politique, si on peut dire, où il y a des scénettes, des chansons, un peu de comédia dell'arte, et où on donne d'une façon, à gros traits, on met en scène les forces
en Ontario, autant les Anglais, les Français, et aussi toute la lutte des écoles depuis le règlement en 1917. C'est pour l'avenir de nos enfants qu'ils deviennent de bons pratiquants. Mais si vous cessez de croire que le Seigneur détient tous les pouvoirs, c'est l'enfer sur vous qui tombera et le protestant qui se réjouira. Madeleine, Madeleine, ma belle enfant, écoute-moi. Ta place est à l'école séparée catholique française. On t'attend là-bas. Madeleine, Madeleine, si tu désires un avenir prospère, tu dois fréquenter une école séparée, catholique, irlandaise. C'est dans cette école que tu trouveras le bon chemin qui te mènera au bonheur. À l'école française, tu apprendras à être une bonne chrétienne. Car nous, les Canadiens français, avons la grande joie d'être le peuple choisi de Dieu. Madeleine, tu n'as rien à craindre. Nos écoles sont également de foi catholique et t'aideront à vivre l'amour de Dieu. Tu dois aller à l'école française. Sinon, tu renies ton héritage, ta famille, tes amis, ta culture. Tu seras la honte du village. Si tu espères trouver ta place dans ce pays plus tard, il te faut une éducation adéquate, c'est-à-dire une éducation anglaise. Madeleine, viens te joindre à nous. Sinon, tu commettras un grave péché. Ton cœur sera rempli de grosses taches noires. Tu sais que le français n'est que toléré en Ontario. Et dans quelques années, tu devras parler anglais. Madeleine, écoute-moi. Si tu perds ta langue, tu perds ta foi. Madeleine, l'avenir en Ontario est en anglais. On t'enseignera l'anglais aussi. L'anglais établit la loi. Si tu perds ta langue, tu perds ta foi. L'argent est anglais. L'important, c'est la parole. C'est la loi. La parole. La loi! Parce qu'aussi, c'était la première fois qu'on disait non. On veut pas ça, et on en faisait un spectacle. C'est toujours quelque chose de sacré dans la représentation. Et moindrement que la représentation peut devenir, aux yeux des gens, à cause de ce qui est dit, sacrilège, effectivement, il y a comme un impact. On disait non à l'envahisseur, non pas, excusez-moi, pas à l'envahisseur, mais non à cette force-là qui disait ce pays que le Canada nous reconnaît notre identité à part égale, sauf que la province ne reconnaît pas notre identité. Et sauf que c'était d'arrêter de faire les bons enfants, d'arrêter d'être, si on peut dire, soumis. Tu sais, il y a un côté, je vais faire une digression un peu, il y a un côté très, des fois, canadien, qui est l'ordre établi. Okay? On a des difficultés à contester l'ordre établi. La loi, c'est la loi. De ce sens-là, c'était pas pour rien que ça s'appelait la parole et la loi. Il y a eu contestation et sur scène, publiquement. Alors, je pense que c'est ça qui a été aussi un choc très important. Quand on arrive à Dubreuilville, parce que la Vallée-Ville, c'est Dubreuilville. Effectivement, c'est un petit village dans le nord de l'Ontario, très contrôlé par une famille. Et je dirais pas que c'est incestueux, mais presque. Et qu'un auteur, parce que là, on parle d'un auteur dramatique, d'André Paiement, puisse arriver et nous frapper en plein front avec une réalité, on lui doit beaucoup, je pense. Ambroise, Albert, j'ai un grand secret à vous apprendre. Oh oui, oh oui! Oh, j'aime les secrets! Êtes-vous prêts? Eh bien, j'ai réussi à trouver un moyen de sortir de la Vallée-Ville. L'amour du soleil. T'es pas sérieuse. Grand Napoléon, c'est pas possible. Je suis si heureuse. Je m'en vais, enfin. C'est pas vraiment juste. Tu nous laisses tout seul pour nous faire massacrer par mon père. Oh, ben t'as qu'à venir aussi. Ça se dit bien. Où vas-tu aller? Regarde, j'ai des livres. Je vais dans la ville où ces livres ont été écrits. À Montréal, Canada. Mais c'est la ville natale du grand Napoléon! Oh!
Ah, c'est tout plein d'images. Toutes sortes d'inventions. Où t'as pris ça? C'est ma mère. Elle les avait cachés sous notre maison, entre les poutres. Elle va les regarder en secret de temps en temps. La semaine dernière, je l'ai surprise, puis je les ai empruntées pour vous les montrer. Ah, il faudrait pas qu'Adolphe. Mais c'est écrit en langue étrangère, ça! Non. Oh. Si mon père voit ça, il va nous raconter pour la 500e fois l'histoire du grand Napoléon. Il va tous nous fouetter et nous enlever notre bois de chauffage pour 2 semaines l'hiver prochain. Le soleil aime-nous. C'est ce qu'on appelle un catalogue de Eton. Il paraît que tu peux leur écrire une lettre, puis il t'envoie des vêtements. Tu peux choisir ce que tu veux. Et quel linge, hein? Ah, c'est pas vrai. Puis oui! Puis moi, là, quand je serai à Montréal, Canada, je vais apprendre la langue étrangère. Puis j'écrirai à tous les jours pour des vêtements. Mais regarde si c'est beau! Si on t'entend parler comme ça, apprendre la langue étrangère, on est tous bons pour les chaînes. Tu te souviens l'an dernier, quand un des travailleurs a essayé de sauver, il fut mis aux chaînes pour 1 mois pendant la saison des mouches noires. Ouais, pauvre homme, aujourd'hui, il est plus laid que moi. Il faut pas prendre le risque. De toute façon, t'as besoin de vrai argent pour vivre à Montréal, Canada. Eh bien, voilà! Le 2e livre m'a instruit. C'est un journal qui s'appelle Sexe Photo. Regarde la page 9. Ça m'a dit comment faire du vrai argent. Ah, il est écrit dans notre langue, celui-là, hein? Il paraît que les hommes à Montréal, Canada, payent les femmes pour coucher avec eux. Non. Puis oui! Il suffit de marcher dans la rue le soir en portant des grandes bottes blanches puis une petite jupe qui laisse voir les fesses quand on regarde de derrière. Étrange coutume, payer pour coucher. Ouais. Il paraît que c'est plus amusant comme ça. Les hommes peuvent le faire aussi. Ah, probablement. S'ils veulent bien porter les jupes puis les bottes. Mais à la page 11, on dit que souvent, ils finissent par coucher avec d'autres hommes. Ah, tiens, ça aussi, c'est une étrange coutume. Mais ça doit être mêlant, tout le monde qui porte des jupes. On doit plus savoir qui est homme et qui est femme. Mais c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est que je peux faire beaucoup de vrai argent. Faut dire que t'as pensé à tout. À tout. À tout, sauf une chose. Les étrangers. Tu vas te faire malmener, tu vas rien comprendre, puis tu vas te faire avoir. Ça peut pas être pire qu'ici. Tu vas finir comme le grand Napoléon. Ici, il y a le soleil. Et tu vas perdre le soleil. Albert, cesse de m'ennuyer avec tes histoires de soleil. Il n'y a pas pire place que la Valleyville. On est des ignorants. Moi, j'ai envie de connaître le monde un peu. Attention, la Valleyville, c'est le monde, juste un peu plus petit. Alors, c'est moins effrayant. L'écriture collective, la création collective a ses forces et ses faiblesses. Et de ce mouvement collectif, c'est normal que se dégagent des gens qui poussent plus loin l'écriture et la prise de parole. Et chez les Franco-Ontariens, je pense ainsi à 4 d'entre eux dont le talent très personnel s'est imposé. Ils ont fourni à l'imaginaire une incarnation des thèmes et des préoccupations de la collectivité franco-ontarienne. Robert Marinier, lui, est un produit de Sudbury. Il produit des pièces qui sont vraiment hors de l'ordinaire. Il y a sa démarche à lui seul. Il n'y a personne d'autre chez les Franco-Ontariens qui a pu écrire ce qu'il a fait. Moi, je l'appelle le phénomène. Robert Bellefeuille, ça aussi, c'est un autre phénomène. Mais Robert Bellefeuille ne se considère pas un dramaturge. Mais c'est comme un auteur, puis même un metteur en scène aussi, qui écrit ou qui rassemble autour de lui des comédiens et autres qui écrivent, soit collectivement ou bien individuellement. Jean-Marc Dalpé, comédien, devenu dramaturge, il a très peu touché la mise en scène. C'est sûrement celui qui a fait éclater les structures dramaturgiques. Sa pièce « Le chien », par exemple, on avait un lieu, mais toute la notion de temps et d'espace de temps était entremêlée. C'est peut-être celui qui a le plus provoqué le Franco-Ontarien. De Michel Ouellette,
Je dirais que comme les autres, il est constamment en évolution. Et en plus de sa démarche, qui demeure très personnelle, il est aussi très engagé dans la collectivité, autant par ses thèmes que par son action. Dans Frenchtown, on retrouve, après la mort de la mère, deux frères en situation qui s'affrontent, et c'est deux réalités qui s'affrontent. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense à la fois que Paz s'est mis à tirer sur son pick-up. Oublie ça. Il répétait ton nom à chaque fois qu'il rechargeait le fusil. Il criait Pierre-Paul, mais t'étais pas là. Je pense pas à ça. Pourquoi tu refusais de revenir à la maison? C'est pas le temps de parler de ça. Je veux comprendre. Il m'a battu. Alors j'ai décidé de ne plus remettre les pieds ici tant et aussi longtemps qu'il serait en vie. Et pourquoi il t'a battu? Parce que j'ai refusé de remplir un formulaire de demande d'emploi à la papeterie. Refusé de le suivre dans son métier. Alors là, offusqué, il m'a traité de bon à rien. De brasser de marde parce qu'à l'époque, j'organisais les jeunes de l'école secondaire pour qu'ils revendiquent plus de cours en français. Ça a commencé par un coup du revers de la main. J'ai crié. Lui, il hurlait, saoul, aveuglé par sa rage. J'étais plus là. Je m'imaginais dans ma chambre. Un dictionnaire contre la poitrine, je récitais par cœur les accords du participe passé. Et lui, frappait. Tout ça parce qu'il n'avait pas compris le mot « revendiquer ». Cette nuit-là, j'ai fui. C'est pour ça que tu tiens tant à vendre la maison? Non. C'est seulement pour récupérer mon investissement avec la papeterie une ferme pour de bon. Il est tard. Assez parlé. Allons nous coucher. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu retournes dans ta tête, mon beau? J'ai décidé de ne pas retourner à l'université après les vacances de Noël. Tu n'y penses pas? J'ai besoin de prendre quelques mois pour réfléchir. Je me sens pris dans un cul-de-sac. Voyons, tu vas te compromettre. Depuis des années, je prépare ton entrée dans la fonction publique. Tu dois obtenir ton diplôme. Je veux pas être fonctionnaire. Mais d'où vient cette crise de puérilité? J'ai l'impression de vivre ta vie. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? L'école privée, l'université, mes vêtements, même mon avenir, à toi. Mais tu vas quand même pas me reprocher l'affection que j'éprouve pour toi. J'ai fait d'énormes sacrifices pour ton bonheur. Pas pour mon bonheur, mais pour le tien. Mais voyons. Je veux vivre ma vie. Je veux plus que tu m'achètes de vêtements, puis je veux pas que tu payes pour mon appartement pour mes études. Je veux juste te rendre la vie plus facile. J'ai plus 12 ans. Il est grand temps que je prenne mes propres décisions et j'ai décidé de rester ici. Ici? Non, jamais. J'ai besoin de comprendre qui je suis. Tu vas retourner à l'université puis tu vas finir ton bac! M'as-tu compris? Crie pas après moi! Tiens, gras! Va donc chier! Martin! Je veux pas marcher dans tes pas! Laisse-moi donc faire. T'es pas mon père, laisse-moi tranquille! Écoute, c'est pas moi qui vais te battre pour te remettre sur le droit chemin. Mais il faut que tu comprennes! C'est grave! Si tu ne retournes pas à l'université, tu vas rater ta vie. Puis pourquoi? Parce que t'es mélangé. C'est pas une bonne raison. Il te reste un semestre à faire. Endure-les. Non. Un semestre. Puis après ça, tu partiras en vacances. Tu iras découvrir qui tu es en Europe. Tu pourras vivre une vie de bohème. Tu pourras vivre toutes les expériences. Puis tu reviendras. Puis j'aurai préparé ta place. Je reste. C'est ici que j'ai besoin d'être en ce moment. Je vais aller dormir dans le lit de maman.
lorsqu'on parle du père, on parle de politique. J'ai l'impression qu'il faudrait en faire, si on peut dire, une analyse sociopolitique de cette démarche-là du père dans tout l'univers de dramaturgie. Dans le Nord en particulier. Je pense que dans le Nord, et je ne sais pas si c'est à cause des grandes distances, c'est à cause du bois, à cause de la nature, à cause d'une vie qui est sûrement plus rurale, plus dure que l'on trouve dans l'Est ou dans le Sud, mais le père est omniprésent. Par contre, si on arrive à tuer le père, ça veut dire qu'on est face à une maturité. On est face, je veux dire, à s'assumer soi-même ou à devenir un nouveau père. Et finalement, le lieu et le père, des fois, on a l'impression que c'est la même chose. Oui, bien, Lina, c'est un cas très intéressant parce que, premièrement, elle est le produit d'un lieu comme Timmins, qui est une ville très, très bilingue et quand même assez lointaine dans le Nord. Et elle met en scène 3 femmes. La mère, la jeune fille qui a souffert de polio et qui est infirme et qui doit aller en ville, à Toronto, faire un long voyage en train pour une intervention ou pour un traitement. Et sa cousine, qui, elle, est le produit d'une famille dont le père est anglais et la mère est francophone. Alors, il y a les conflits, d'un petit peu conflit génération, mais aussi conflit linguistique jusqu'à un certain point. Oh, Dieu! Bye! Bye, merci! Bye, Dad! Bon, ben on va se mettre confortable. On se met à notre aise, hein, Nicole? Gêne-toi pas, là. Enlève tes souliers, n'importe quoi. Toute une nuit de même, c'est un train, faut pas faire de cérémonie. On pourra s'encanter une couple d'heures pour dormir. Oh non! Hey, je vais pas dormir tout de suite, le hit parade est sa radio. C'est pas pour nous casser la tête avec ta musique. Ah, ben gardons ça, ce qui est ici. Dis-moi pas. Je pense qu'il y a une carte aussi, ma tante. Baby! Oh, c'est bien ta mère, ça! C'est-tu beau, Nicole? Beau collier. Garde, Monique. Garde. C'est encore plus fancy que les bouquets des salons mortuaires. Si tu te réveilles dans la nuit avec toutes ces roses-là autour de toi, maman, tu vas te penser morte puis rendue au ciel. Oh, mon Dieu. C'est bien proche, trop beau pour nous autres. Ça coûte cher, des roses. Et Thérèse. Ben, écoute, on part pas en train de même tous les jours. Penses-tu qu'il va être encore belle rendue à Toronto demain matin? Tiens, si je les mettais dans l'eau dans le lavabo. Oh non, maman, voyons. Pas dans le lavabo. Ben écoute donc, c'est que tu veux que je les mette dans ta bête bagne? Maman, pour l'amour, donne-moi-les. Je vais m'arranger avec les roses, moi. OK, d'abord. Assis-toi, là, maman. Ils sont donc belles, hein? Ouais, mais c'est pas bien pratique. C'est des roses. C'est pas supposé d'être pratique. Ça, c'est comme ta tante Thérèse qui s'inquiète pas d'argent. Ils paraissent toujours avoir plus d'allure que nous autres. Mais c'est pas les roses qui comptent pour le plus dans la vie. Oh, vous savez, j'ai une tante à Toronto qui travaille pour un poste de radio. Oh, yeah? Oh, my Aunt Dorothy. C'est la sœur de mon père. Oh, I guess qu'elle n'est pas my aunt à moi, hein? Elle veut que j'y téléphone. Pour vous rencontrer, ma tante. Elle a dit à Dad. Mais elle doit pas parler français, elle. Non, mais fine pareil. Non, je suis sûre qu'elle est fine. Ton père, là, quand même qu'il est anglais, j'ai toujours trouvé que c'était à la bonté du monde. On voit qu'ils viennent d'une famille distinguée. Mais ils ont de l'argent, ces gens-là. Oh, chez Aunt Dorothy, ils sont pas vraiment riches. Oh, ma tante, si ça vous dérange pas trop, j'aimerais vous demander quelques questions pour mon entrevue, là. Ben non, ça me dérange pas, ma Nicole. On a le temps en masse, hey, 12 heures. Si tu veux que je jase, va jaser. Je vais m'efforcer de tout faire en français, mais des fois, j'oublie des mots. Anyway, je vais le mettre en anglais après. D'abord, veux-tu bien me dire pourquoi on n'a pas de bon hôpital par chez nous?
as-tu du saint bon sens d'être obligé de passer toute une nuit de même? Will you just wait, Nikki? Toronto is so much fun. Ben, pas pour moi. Je suis bien peureuse dans une place de même. Il y a trop de choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent à Timmins et tout. À Timmins, le monde ne se font pas tuer en plein jour par des purs étrangers. Puis Roctovette, il s'est bien fait tirer dans la tête à Timmins. Oui, mais c'est pas pareil. C'est son propre frère qui l'a tiré. Ce qui m'intrigue, c'est comment se fait-il que ici, en Ontario français, qui me semble aurait été un terreau extraordinaire pour l'émancipation d'une écriture, d'une dramaturgie féminine, ça n'a pas été le cas. Et de ce sens-là, pourquoi je dis ça, c'est parce que quand même, on parle de langue, la langue est maternelle. Comment se fait-il que les femmes sont pratiquement absentes de cette dramaturgie-là? Bien, je crois que pour presque chaque pièce, on pourrait identifier des collaboratrices essentielles à l'écriture. Les femmes, d'après moi, ont toujours été présentes. On ne peut pas toujours identifier dans la parole et la loi qui a écrit quoi, parce que c'était collectif, mais il y avait des femmes là-dedans qui y travaillaient. Et je me pose des questions des fois, est-ce que certaines œuvres auraient pu naître si ça n'avait pas été justement de ce travail conjoint ou de l'appui direct ou indirect? Bien, l'exemple le plus contemporain, c'est sûrement Marité Morin. Elle signe ses textes à elle et elle écrit aussi très régulièrement avec Pierre Rodier pour la compagnie Vox Théâtre. Plus de silence, poudre passée, poudre blanche, argent lavé, sirène alarmante, jeune fille déchirante, rouge sur noir, victime du soir. Vie sanguinaire, silence absolu. Visage misère, ni vu ni connu. Majorité silencieuse, parole du couteau. Violence creuse, rebelle à la peau. 3-0, sans surpris, tomber et rebondir. 3-0, sans au dos, rebelle pour vivre, toujours dans l'avenir. Il me l'avait dit. Don't come back! La rue, c'est la clinique. Les ambulances sont impatientes. 2 hommes se battent. Les lumières brillantes finissent par rendre fou. Les ambulances impatientes crient dans la nuit. La rue, c'est la clinique. 2 voitures s'accrochent. Une femme ne se relève plus. Une adolescente rit ou crie. C'est pareil! Les bluesmen jouent de l'harmonica sous la pluie. La rue, c'est la clinique. Il s'appelait Rick. Il vivait dans la rue depuis des années. Il passait la lame du couteau contre la peau de ses doigts. En parlant, c'était un jeu. Il voulait savoir quand la lame finirait par y couper la peau. Dans la rue, j'ai rencontré une vieille femme qui avait plus de dents. Oh, elle était belle. Elle ressemblait à une vraie belle sorcière. Elle aussi, elle cherchait quelqu'un. Sa fille était recherchée par la police! C'était-tu à cause de mon manteau de cuir? Elle m'a retenu dans la rue. C'était une femme ouverte, avec des sacs. Elle avait des cheveux comme de la paille sèche. J'avais peur de m'allumer une cigarette.
Ben, les jeunes auteurs d'aujourd'hui ont une démarche tout à fait différente, d'après moi. Je pense qu'ils ont profité quand même de ce qui s'est passé avant, mais ils ont probablement réglé le cas. Ils ont réglé le cas du père. Je pense qu'ils l'ont peut-être tué, ou au moins, ils en font abstraction. Et ils sont beaucoup plus centrés sur leur démarche personnelle, individuelle. Ce théâtre-là a suivi les grands courants d'écriture, de l'écriture du moins, de la scène, des années 70 et 80. En passant autant, comme je disais tantôt, du théâtre pamphlétaire à une écriture collective, à une écriture beaucoup plus sociologique, et après ça, aller vers une écriture psychologique pour aller vraiment vers une écriture poétique. Quand je ferme les yeux, je la revois marcher, le bout de sa robe entre les doigts, ses longs cheveux qui tombent sur le corps comme du linge. Je pense à elle comme on pense à un fantôme, sans être trop sûr qu'elle a déjà existé. Dans ma tête, je la vois comme on voit des apparitions. J'ai des flashs du jour de l'inondation, du jour de la mort de son père, du jour que j'ai ouvert la porte puis qu'elle était là, puis du jour où elle nous a fait notre premier sourire. Notre premier sourire. C'est niaiseux, hein? Mais je parle d'elle comme si elle avait été un petit enfant. Notre enfant. On savait pas exactement à qui, de ma femme ou de moi, elle souriait. Ou même si elle nous souriait à nous autres. Mais je me souviendrai toujours de ce jour-là. Ça a été comme du baume sur nos cœurs égratignés. T'en aurais pas une de trop? Hein? Je pourrais te voler une cigarette? Ah, oui. Tiens. C'est bon, fumer. Paraît que ça donne le cancer. Ah, je disais pas ça pour la santé. Je dis que le geste de fumer, le feeling est bon. Je suis plus une enfant, tu sais. Ah, c'est pas ça. Ça me dérange pas que tu fumes. T'es mal placé pour dire de quoi de toute façon. J'aurais quelque chose à te demander. Quoi? Ben, j'aimerais ça que tu brûles tout ce qui reste dans le logement d'en haut. Quoi? T'as bien entendu. J'aimerais ça que tu brûles tout ce qui reste en haut. Pourquoi? J'ai-tu vraiment besoin de te faire un dessin? J'imagine que non. Dis oui, s'il te plaît. Je sais pas si c'est une bonne idée. Puis, c'est le bon temps pour faire ça. Ah oui? Pourquoi? Ta femme est pas là. Ouais. OK, si t'insistes. Mais t'es sûr que tu le regretteras pas? Y a pas des affaires que tu voudrais garder en souvenir? En souvenir de quoi? Non, non, tout ce que je voulais garder, je l'ai déjà pris. Mais toi, si tu veux passer à travers les affaires du vieux, au cas s'il y aurait quelque chose qui t'intéresserait, tu peux. Laisse faire. Je commencerai pas à fouiller dans les affaires d'un mort. On va faire comme tu veux, on va tout brûler. Je suis bien ici. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, je sais pas, moi, que t'es content. Je suis content. Pourquoi vous avez jamais eu d'enfant? Vous en vouliez pas? C'est pas tout à fait ça. C'est quoi d'abord? Ah, c'est une longue histoire. T'es pas sûr que je sois assez vieille pour comprendre. Non, non, c'est pas ça. Si on veut s'habituer à vivre ensemble, il faut bien se parler. Non?
Pas nécessairement. Il y en a qui parlent, puis c'est correct. Il y en a d'autres qui parlent pas, puis c'est correct aussi. C'est pas parce qu'on est avec du monde qu'on est obligé de parler. Même que souvent, on est mieux de se fermer la gueule pour pas dire des niaiseries ou des affaires qui dépassent notre pensée. Tu me trouves-tu belle? Oui. T'es une belle jeune fille. Les gars de ton âge doivent te courir après. Les gars de mon âge sont débiles. Ils aiment mieux jouer au hockey que s'occuper des filles. Veux-tu une autre cigarette? Merci. Toi, t'aimes-tu mieux le hockey? Le théâtre n'a de richesse que la parole. Ce sont des tremplins, premièrement, qui nous amènent plus loin, mais qui, en cours de route aussi, nous donnent un reflet de notre réalité, qu'elle soit belle et moins belle, mais qui nous donne des reflets de certaines réalités. Et comme dans tout théâtre qui est valable, qui nous fait penser et qui nous fait avancer. Et qui nous donne des moyens de se reconnaître et d'être peut-être un petit peu plus humain. Je ferais mieux de partir avant que ta bande ne revienne. Ils reviendront pas. Ils sont partis. C'est rare que les rats font cavalier seul. Tu veux parler? T'es juif? Juif? Si moi je suis juif, toi tu es... Youpi. Tu saignes, justement. C'est rien, je me suis battu, c'est tout. Et quel pauvre innocent avez-vous attaqué? On va juste dire que c'était moi le pauvre innocent. Ah ouais, assis-toi. Assis-toi! Ça fait du bien le silence, c'est ça. S'il y a personne pour me déranger, personne qui m'écoeure, il y a juste le vent qui me parle. En yiddish, peut-être. Le jour, c'est un cimetière juif. Mes soirs, c'est mon territoire. C'est à moi. Tu veux parler? Qu'est-ce que tu penses que je fais? Personne m'écoute, moi. Change peut-être de discours, Stéphane. Comment ça se fait que tu connais mon nom? Il n'y a plus personne qui m'appelle de même. Je sais, mais Attila, ça me fait rire. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Comment ça se fait que tu connais mon nom? Je vous observe depuis quelque temps. Pourquoi? Je fais une étude sur les rougeurs. Ouais? C'est quoi ton analyse? Qu'une souris n'a pas de place parmi les rats. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Sors de ton clan, Stéphane, avant qu'il ne soit trop tard. Mais toi, est-ce qui te T'es regarde? différent, t'es pas comme eux. Fuck you! Tu sais, mais une souris sera toujours une petite souris. mon hostie. Moi, ma gang, on se tient de main. Ah, quel beau couteau. Hein? Couteau nazi. Deuxième guerre mondiale. Ah. Tu veux que je t'écrive ton nom dans le front? Franz. Quoi? Franz, avec un Z. Ouais, tu peux bien parler drôle. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le couteau? Rien. Je vois, c'est un jeu d'enfant de renverser, de gribouiller des tombes, mais... Ferme ta gueule. Une souris. Ferme ta gueule! Une toute petite souris inoffensive. Arrête-la! Tu vois, j'avais raison. À peine une égratignure. Oh, les policiers. Nous avons de la visite. Et on dit qu'ils ne sont jamais là quand nous avons besoin d'eux. Si tu essaies de partir, je vais crier tellement fort qu'ils seront ici avant que tu aies le temps de dire « Heil Hitler ». Si tu restes, je ne dis rien. À moins que tu ne veuilles m'achever tout de suite. Non? Alors reste. Je vais te raconter une petite histoire.
je pense que c'est un début et je pense qu'on a établi une base très solide. Au départ, je pense que c'était une base aussi très affective et je pense que ça déborde de ça maintenant et que ça s'en va beaucoup plus loin. Pour cause de ma mort prématurée, je lègue mon appartement au premier venu qui, comme moi, n'a pas les moyens de vivre ailleurs que dans un taudis. Je lègue mon abonnement à la fille du bien-être social. Au premier venu qui, comme moi, a perdu son temps à l'université en se faisant croire qu'on voulait de nous en sortant. Je lègue mon vélo au premier venu pour qu'il puisse lui aussi frôler la mort à chaque fois qu'il prend la route. Je lègue mon cadenas au premier venu pour qu'il puisse blesser les chauffeurs là où ils ont mal, à la voiture. Je lègue mes livres aux bureaucrates et aux hauts fonctionnaires pour qu'ils puissent en savoir presque autant que leurs employés frais gradués d'une maîtrise, et ce, pour avoir le droit de faire des photocopies. Je lègue mes vieux meubles aux pantouflards d'une époque qui ne cherche qu'à éterniser leur jeunesse. Je lègue ces 12 éprouvettes de bon sperme pour que mon passage soit justifié, pour que 12 petits terroristes empêchent les adultes, les riches et les beaux d'abuser d'eux. Je lègue ma collection de disques compacts à quiconque cherche l'évasion. Je lègue mon drapeau national, mais qui ne l'est pas, aux anthropologues. Je lègue tout ce que j'avais en double chez ma mère à la prochaine victime de garde partagée. Je lègue mon ordinateur et mon modem au premier venu en quête d'amitié et de communication. Je lègue mon cerveau à la science, qu'il puisse servir à quelques étudiants en médecine en mal de distraction. Je ne lègue pas ce qui me reste en banque. Comme ça, le gouvernement sera obligé de gérer mon argent gelé. Cet argent coûtera le double à administrer et ne circulera pas. Tout ceci pour faire un affront à la nouvelle religion, celle de l'économie. Je lègue la nouvelle religion de ceux qui, dans leur jeunesse, étaient maoïstes, marxistes, léninistes, communards, libres et maîtres du plagiat idéologique. Je lègue par ma mort mon mépris de ce qui est faux, notamment la société. Je ne lègue pas de vœux d'amour, puisque je ne sais pas comment. Je ne lègue pas mon âme puisqu'elle seule m'a vraiment appartenu.